Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Moi, écoutez, je suis chef d'escadron Fabien Lemaire. Je suis militaire depuis 2005. J'ai été dans l'arme du train, c'est-à-dire tout ce qui est logistique de 2009 à 2017. J'ai occupé tous les postes successifs d'officier, de lieutenant à capitaine, commandant d'unité au 121e régiment du train. Je suis parti 4 fois en OPEX, Liban, Afghanistan 2 fois et Mali 1 fois. Et voilà, sur le plan de la vie civile, je suis marié et père de 2 enfants. J'ai toujours aimé, moi, les livres d'histoire et l'histoire militaire particulièrement, donc je m'intéressais toujours à l'armée de loin. Au début, je pensais que c'était pour faire de l'histoire, mais en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans l'histoire, c'était vraiment l'armée, et l'armée pour tout ce qu'elle représentait. Donc moi, je me souviens de certains événements comme mon premier jour à Saint-Cyr ou mon premier jour à Saint-Cyr à l'école, quand je suis transformé de civil à élève de classe prépa militaire. Je me souviens que ça avait fait un choc à ma mère puisque j'étais en uniforme comme tout le monde, et puis après c'était mon père qui m'a emmené à Saint-Cyr-Couët-Quidan pour ma rentrée des classes en 2005, et ça avait été pareil, c'est la transformation fait un choc quand on passe de civil à militaire. De ce que je me souvienne, j'avais pas d'a priori sur la chose en fait. Enfin bon, c'est un métier que j'ai appris à découvrir à partir de ma 4e, où je me renseignais sur ce qu'il fallait faire. Je voulais moi-même commander, donc faire Saint-Cyr, donc j'ai tout tenté pour faire Saint-Cyr, et puis ça a marché, donc heureusement ça m'a permis de dérouler une carrière quand même assez belle. J'avais pas trop d'a priori sur l'armée, j'essaie de me souvenir, mais je crois pas en avoir eu. Surtout qu'au début, on commence en école, donc on est un peu préservé, et après, quand on commence en régiment, là, on découvre la vraie vie militaire, si je puis dire, avec ses contraintes et certains inconvénients, notamment en termes de disponibilité. Mais bon, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Le métier est clair. Il faut juste en être conscient qu'à partir du moment où vous avez signé, vous êtes disponible 24/24. Bon, il y a certains qui ont des déceptions, quand je ne vous le cache pas. Sinon, il y aurait personne qui quitterait l'armée. Mais bon, c'est des gens à la marge. La plupart des gens savent quand ils s'engagent à quoi s'attendre. Bon, après voilà, après il y a la réalité du terrain qui commande, si je puis dire. Mais voilà, au début, les gens normalement, ils savent à quoi s'attendre pour la majorité. Alors en fait, j'ai commencé lieutenant, donc en sortie de Saint-Cyr, donc j'étais lieutenant, donc j'étais fait pour commander un peloton pendant 3 ans. Donc un peloton, c'est une 30aine d'hommes. J'ai commandé un peloton ravitaillement carburant et un peloton de transport. Donc 2 métiers bien différents pour 2 projections bien différentes. Ensuite, je suis passé capitaine, donc j'ai été officier adjoint. Donc c'était moi qui suppléais le CDU et qui avait en charge la partie matérielle de l'escadron. Donc un escadron, c'est un gros ensemble entre 150 et 250 hommes. Et après, j'ai été commandant d'unité, donc j'avais mon propre escadron, l'escadron de ravitaillement au 121. Et ensuite, quelques temps plus tard et quelques affectations plus tard, je suis passé chef d'escadron. Donc, c'est-à-dire, chef d'escadron, c'est le premier grade d'officier supérieur dans le train. Là où les autres, c'est l'équivalent de commandant ou de chef d'escadron aussi dans la cavalerie. Mais voilà,
on ne commande pas vraiment comme avant, mais on est plus dans les administrations centrales. C'est plutôt une suite logique parce que j'étais vraiment super content d'intégrer. J'y croyais même pas à l'origine, donc vous voyez. C'était vraiment ce que je voulais faire et je me sentais vraiment à ma place. Et voilà, la mayonnaise a bien pris avec les autres élèves avec qui j'étais, donc c'est plutôt pas mal. Je me suis fait des amis, des amis que j'ai toujours actuellement et qui voilà, qui sont toujours très proches pour moi. C'est des amis à la vie. Beaucoup de gens ignorent ce qu'est le vrai métier militaire. Enfin, moi-même, j'ai des amis, surtout dans le milieu du rugby que je fréquente, qui ne savent pas exactement ce qu'on fait comme métier, mais les gens ne se rendent pas compte que voilà, ne se rendent pas toujours compte du travail effectué, du travail caché effectué par les militaires. C'est sûr qu'on voit aux infos de temps en temps, voilà, ils sont à l'étranger, mais on ne sait pas pourquoi ils sont à l'étranger, ou même en France sur le territoire national. Quand on les voit passer pour autre chose que sentinelle, on se demande ce qu'ils font toute la journée à part faire sentinelle. C'est une réalité, mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un vrai boulot. On entraîne les gens à être prêts pour le jour J. Et puis on a aussi des spécialistes qui font les mêmes métiers que dans le civil, mais en treillis parce qu'on en a besoin. Le livre de témoignages, c'est venu assez vite parce que je cherchais un format de livre qui serait assez explicatif pour le monde militaire comme le monde civil, et je me suis dit, bon, effectivement, rien de mieux que des témoignages pour se rendre compte de la réalité de ce qui s'était passé. Après, l'idée de faire une sorte de panorama en 360 de l'événement par interroger les acteurs majeurs, certains acteurs majeurs qui étaient présents à ce moment, c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure des années. Et que voilà, jusqu'à ce que je décide de me lancer le pas il y a 1 ou 2 ans et que je fasse les premiers appels à candidature pour les témoignages. Ça a été quelque chose d'assez étonnant en fait, pour tout vous dire, parce que je m'attendais pas à apprendre autant de choses sur les témoignages, et en fait on s'est rendu compte que avec certains, et avec la majorité, on n'en avait jamais parlé. Donc, ça nous a permis de crever l'abcès, on dirait, au bout de 4-5 ans où ça s'était passé, de crever l'abcès et de se rendre compte qu'on n'en avait jamais parlé entre nous. Et résultat, là, ça a ouvert la porte pour qu'on puisse en quelque sorte échanger sur le sujet. À quelques pas de l'esplanade du souvenir, un autre lieu de mémoire porte désormais le nom de Fabien Jacques. L'hommage de l'Esnevin à ce jeune militaire, l'enfant du pays, tué en novembre dernier par l'explosion d'une mine alors qu'il se trouvait en mission au sein de l'opération Barkhane au Mali. On laissait la vie reprendre son cours pour la plupart, et on essayait de passer à autre chose. Mais non, enfin voilà, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est le témoignage de mon adjoint qui était à Kidal au moment où tout s'est passé et qui a vécu les mêmes choses que moi à quelques kilomètres d'intervalle en fait. On a toute une période avant les projections qui consiste à mettre en condition avant de projection. Donc c'est des camps qu'on fait où on répète tous les scénarios qui pourraient se passer. Bon, je vous avoue que le scénario du 4 novembre, on n'a pas pu l'étudier avant puisque c'était un enchaînement de canons conformes. Mais pour autant, en tout cas moi, à mon niveau, ça a été un enchaînement, alors évidemment un mode robot, mais on va dire un mode robot avec adaptation, puisqu'il faut s'adapter à l'adversaire au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire que à l'origine, le cas le plus probable, c'était un engin explosif vers l'avant du convoi, et là, l'engin explosif a explosé à l'arrière. Donc, il a fallu réadapter certaines choses, certains modes d'action pour pouvoir intervenir au plus vite sur les lieux des différentes explosions. C'est pas forcément construit d'année en année. En fait, alors je vais vous parler de mon cas personnel. À l'origine, moi, j'étais prévu d'être projeté au Tchad avec un petit peloton de transport et un peloton de commandement et logistique pour diriger tout ça.
Et en fait, au cours de ma préparation, donc moi, ma préparation, je voulais la faire quand même dure, parce qu'on ne sait jamais comment une OPEX peut tourner, d'expérience. Donc j'ai préparé comme si on allait aller au Mali. Et puis, coup de chance, si on peut dire, enfin oui, coup de chance, le théâtre a besoin d'un deuxième sous-groupement logistique. Donc là, le chef de corps décide de me reprendre. Enfin, le chef de corps qui venait d'arriver décide de me reprendre, et c'est là qu'on m'affecte le peloton du 515, puisque Peyo et comme Fabien et tout leur peloton étaient issus d'un autre régiment. Et en fait, c'est là qu'il a fallu, au fur et à mesure des terrains, des événements, faire ses preuves pour faire la cohésion. Je dis bien faire ses preuves pour faire la cohésion, puisque faut être conscient que pour que des subordonnés fassent totale confiance à leur chef, ça prend du temps. Ça se travaille, ça se démontre. Donc voilà, nous on a réussi à le faire bien, et puis heureusement, parce que le jour J, quand Pio il a flanché pendant les 3 jours, les membres de son peloton m'ont suivi aveuglément. Donc, et puis ça nous a soudés pour tout le reste du mandat, voire de la vie. C'est une certaine culpabilité. Enfin, c'est des questions que se pose tout chef à partir du moment où on est responsable de nos hommes. Quand on en perd un, on se demande forcément si on a tout bien fait. Mais tout le monde n'est pas touché par la même culpabilité, mais c'est un sentiment qui est parfois fugace et parfois très important, suivant la proximité qu'on a et le rôle qu'on a dans le commandement. Moi, c'est ma manière de commander, d'être très proche de mes hommes. Enfin voilà, j'essaie de les connaître un maximum. Et puis c'est comme ça que ça marche le mieux, selon moi. Mais il faut relativiser. C'est vraiment du cas par cas. Tout le monde va pas réagir. Il y a des chefs qui vont se tenir à distance pendant tout le truc et qui vont pas être affectés du tout. Moi, j'ai été affecté, mais oui, même si j'avais de la culpabilité, ça m'a pas empêché de faire les 4 mois et demi là-bas. Et j'ai craqué j'ai décompressé quelques temps après le retour, assez rapidement en fait. En fait, mes chefs m'ont laissé une totale liberté quand l'événement s'est passé, en me disant c'est toi qui es sur le terrain, c'est toi qui prends les décisions, et voilà, on t'appuie comme il faut. Donc c'est très bien, mais le deuxième revers de la médaille, c'est qu'on ne peut pas se réfugier inconsciemment derrière le témoignage de quelqu'un qui dit ah, c'est pas de ma faute, c'est de la vôtre, blabla. Et puis accessoirement, moi j'assumais mon rôle dans l'opération. Pourquoi on se sent si coupable alors que c'est un coup du sort? Parce que on se dit qu'on aurait pu mieux faire, parce qu'on se dit qu'on a mis trop de temps à le secourir, parce qu'on se dit qu'on aurait peut-être pas dû on aurait peut-être dû laisser ce camion jaune rouler. Enfin voilà, c'est des questions qu'on se pose et auxquelles on n'a pas forcément tout de suite d'explications, et puis qui sont aggravées par des événements que je ne détaillerai pas là, mais qui sont aggravés par des événements qui augmentent le poids de la culpabilité et qui vous fait oublier que vous n'avez pas perdu un homme, vous en avez sauvé plus d'une centaine. Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage. Previously on Fringe.